Berlin-Est, 9 novembre 1989. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Herr Schabowski, was wird mit dem Berliner Mauer jetzt geschehen? Comme beaucoup d'autres, je suis moi aussi monté sur le mur. Et c'était vraiment impressionnant. Mon monde s'arrêtait à la porte de Brandebourg. Ce jour-là, j'ai compris que c'était une porte et que les portes sont faites pour être franchies. Le mur tombe, la porte s'ouvre et rien n'est plus comme avant. Du jour au lendemain, l'État s'est effondré et toutes les structures se sont évaporées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait de ce pays, de ce qu'il reste de la RDA? La dernière année de la RDA s'ouvre sur un avenir incertain, mais un monde rempli de promesses. C'était l'Est sauvage. Tout était possible. Avec la chute du mur, des millions d'Allemands de l'Est prennent la direction de l'Ouest. Les gardes frontières de la RDA n'ont plus qu'une seule consigne: laisser passer, sans contrôle. La plupart d'entre eux seront bientôt devenus inutiles. Das ist meine letzte Schicht. Die letzte Schicht? Meine goldene hier? Hier meine goldene. Was bedeutet denn das? Ich habe ab morgen gar keine Schicht mehr. Gar kein Dienst mehr oder keine Schicht? Keine Schichten, kein Dienst, nichts mehr. Je m'appelle Danielle Depicciotto et j'ai pu observer la chute du mur de Berlin depuis la fenêtre de ma cuisine. L'artiste américaine arrive à Berlin-Ouest en 1987. Avec son compagnon de l'époque, le DJ Dr. Motte, elle s'installe dans un appartement ancien situé juste en face du mur. On avait une vue plongeante sur Berlin-Est par-dessus le mur, par-dessus la fameuse bande de la mort. Il y avait une tour de guet juste en face de la fenêtre de notre salle de bain et, dès la première semaine, j'ai remarqué qu'il m'observait avec des jumelles quand je prenais ma douche. Alors j'ai mis des rideaux. Mais moi aussi, je les regardais souvent faire leur ronde. Pour moi, c'était important d'avoir cette vue-là, pour avoir bien conscience de la réalité dans laquelle je vivais, pour ne jamais oublier que j'étais comme sur une île, encerclée par un autre système politique. Danielle assiste en direct à la chute de la RDA. La toute première chose que j'ai vue, ce sont des gardes qui posaient une échelle du côté est du mur et des gens qui faisaient la même chose côté ouest. Après être montés dessus, ils se sont mis à discuter ensemble. Je n'en revenais pas. Ce n'était pas le genre de scène auquel j'étais habituée. Dans les semaines qui suivent la chute du mur, un vent de liberté inédit souffle sur la RDA. Je suis Christian Wolf, alias Hans. À l'époque de la chute du mur, j'étais ado. C'est un monde totalement nouveau qui s'est ouvert à moi. Toute la structure du pouvoir s'est inversée du jour au lendemain. Imagine, tu as 16 ans, tu es un peu rebelle, tu as envie de tester des trucs, mais tout change. Et ça arrive à un moment où toutes les structures qui encadraient les choses disparaissent. Alors tu regardes les occasions qui s'offrent à toi et tu vois qu'il y en a plein. La jeunesse de l'Est s'arroge des libertés jusqu'alors interdites, et sans en redouter les conséquences. Plein d'immeubles étaient tout bonnement vides. Alors on entrait, on disait « c'est sympa ici, on va mettre le bar là, les enceintes ici, le DJ par là, et quelqu'un devant la porte. »
Pour l'électricité, il suffit de tirer un câble depuis l'immeuble d'à côté. Ça ne gêne personne. De toute façon, ces clubs clandestins n'investissent les lieux que pour quelques nuits. On organisait ce genre de soirée dans des caves aussi, avec des groupes électrogènes qui tournaient au diesel et sans système d'extraction des gaz. Une nuit, 3 personnes sont tombées dans les pommes, certainement à cause du monoxyde de carbone. Il n'y avait pas non plus d'éclairage ou de sortie de secours en cas d'incendie. Rien de rien niveau sécurité. Quand j'y repense, c'est un miracle qu'il ne soit rien arrivé de grave. Il y avait un nombre incroyable de bâtiments bizarres à moitié en ruine. En pleine époque techno, les clubs clandestins poussaient comme des champignons. J'ai vécu tout ça et c'était assez dingue. Et bien sûr, rien n'était encadré côté sécurité ou conditions de travail. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la scène politique, du gros son fait trembler les murs des arrière-cours et des usines abandonnées. Daniel De Picciotto et le DJ Dr Motte font alors partie de la scène underground de Berlin-Ouest. Après la chute du mur, ils explorent la partie Est pendant des jours. C'était comme découvrir une nouvelle ville juste en bas de chez nous. Le mur était à peine tombé, qu'on s'est mis à organiser des fêtes avec de la musique techno dans des caves, des passages souterrains. On apportait juste un ghetto blaster, une petite sono, quelques bouteilles, et on faisait passer le mot aux copains. Ça faisait très mystérieux. On poussait une porte en acier et on se retrouvait dans une pièce enfumée, zébrée de flashs et de lasers, avec un son d'enfer qui sortait d'une sono au branchement frauduleux. La bière était vendue par caisse entière. C'était vraiment impressionnant. Avec en plus ce sentiment de faire quelque chose d'interdit, de faire partie d'un mouvement complètement anarchique. Daniel et Dr Motte découvrent une centrale électrique désaffectée sur la Potsdamer Platz. On ne savait pas trop ce que c'était, mais on pouvait y entrer. Et à l'intérieur, ça ressemblait un peu à un ovni, avec d'énormes boutons partout. La première fête qu'on a organisée dans cette ancienne centrale électrique, c'était dans les combles. Quand le soleil s'est levé, on est tous montés sur le toit, on s'est assis, et c'était juste magique. On sentait vraiment qu'on était au début de quelque chose. La techno devient la bande-son de la Wende, le tournant que prennent les deux Allemagnes après la chute du mur. Sur les pistes de danse berlinoises, les différences entre Allemands de l'Ouest et de l'Est s'estompent plus vite que partout ailleurs. Pour moi, ce pays n'a jamais été aussi libre qu'à cette époque-là. Tout le monde se fichait de savoir à quoi tu ressemblais, qui tu aimais, ce que tu pensais, où tu allais et d'où tu venais. Tu pouvais venir comme tu étais. Et c'était très bien comme ça. Ces fêtes sont aussi un moyen de fuir un quotidien chaotique, un avenir incertain. Comme pour Hans Wolf. C'était en quelque sorte une bonne manière de faire un pas de côté, de s'évader. Parce que tout n'était pas rose. Tout était nouveau et parfois c'était un peu trop. Avant, il y avait des structures et là, plus rien. La stratégie, c'était donc de sortir un max le week-end, histoire de se débrancher un peu le cerveau. Je m'appelle Christiane Paul, je suis comédienne. J'avais 15 ans quand le mur est tombé. C'était comme si mon pays avait disparu du jour au lendemain. Ouais. Christiane Paul a grandi dans le quartier de Pankow, à Berlin-Est. J'ai découvert que beaucoup de choses étaient fausses. Par exemple, la RDA disait qu'elle était pour la paix, or elle avait exporté des armes. C'est le genre de choses qui m'ont profondément irritée à l'époque, déçue, totalement désorientée. Du jour au lendemain, on avait perdu tous nos repères. On ne savait plus du tout où on allait. Et je l'ai très mal vécu. Tout ce qui prévalait la veille n'a plus cours. Pendant les mois qui suivent la chute du mur, beaucoup de jeunes sont totalement livrés à eux-mêmes. Mes parents avaient leurs propres problèmes. Mon père était vétérinaire dans un cabinet de campagne.
Ma mère était ingénieure. Et un jour, elle nous a annoncé qu'elle était au chômage. 2 jours plus tard, c'est mon père qui nous a dit qu'il avait lui aussi perdu son boulot. Et tout ça dans un contexte d'effondrement total du système. Un blanc-seing pour beaucoup d'adolescents. Tandis que leurs parents s'inquiètent pour l'avenir, les jeunes profitent pleinement de cette période particulière et repoussent les limites. Pour Hans et ses amis, en 1989, Leipzig n'est plus qu'une gigantesque aire de jeu. Les gens garaient leurs voitures n'importe où et laissaient la clé sur le contact. Alors nous, on se mettait au volant et on sillonnait la ville sans permis de conduire. Quand on n'avait plus d'essence, on laissait les bagnoles là où elles tombaient en rade et basta. On pouvait faire tout ce qu'on voulait. On était dans une zone de non-droit. C'est cette époque explosive et ces bouleversements que Clemens Mayer raconte dans Quand on rêvait, un roman que le réalisateur Andreas Dresen adaptera au cinéma sous le titre Le temps des rêves. J'ai tourné Le temps des rêves parce que ça me fascinait de parler d'une génération qui a vécu la chute du mur et dont personne n'avait parlé. L'histoire de ces jeunes qui étaient en pleine puberté quand tout ça est arrivé et qui se sont retrouvés sans repère. Jusqu'à l'adolescence, ces jeunes avaient été éduqués avec les valeurs du socialisme. Et à la chute du mur, ils ont dû se débrouiller seuls, sans cadre, et voir ce qu'il leur était possible de faire, et jusqu'où. Ce qui les a parfois amenés à faire des choses illégales. C'était exactement comme ça. Moi aussi, j'ai connu ces histoires de groupes qui se formaient et qui se faisaient la guerre. On pouvait recevoir une raclée juste parce qu'on venait du mauvais quartier. En 1990, les lois est-allemandes sont toujours en vigueur. Et sur le papier, la police du peuple a toujours les pleins pouvoirs. Mais elle a perdu toute autorité sur les citoyens de la RDA. Je m'appelle Uwe Juba et au moment de la chute du mur, j'étais lieutenant au sein de la police criminelle est-allemande. Officiellement, on faisait encore partie de l'appareil d'État. Mais on ne savait plus trop comment on devait se comporter. Dans leurs uniformes verts, 2 ou 3 mois après la chute du mur, les policiers en charge de la sécurité publique n'étaient plus du tout pris au sérieux. Les gens nous disaient « Vous et la Stasi, vous n'avez plus à nous ordonner quoi que ce soit. De toute façon, bientôt, vous ne serez plus là. Fichez-nous la paix, vous nous avez déjà assez tyrannisés. » On avait vraiment du mal à rétablir un semblant d'ordre à ce moment-là. Avec l'effondrement des autorités civiles, les compétences des uns et des autres deviennent floues. En 1990, on recense environ 400 000 logements vides en RDA, principalement dans l'ancien. Négligés par l'État, ils sont vétustes depuis longtemps. Personne ne veut en assumer la responsabilité. Une aubaine que les squatteurs n'hésitent pas à saisir. Le 22 décembre 1989 à Berlin, des banderoles annoncent l'occupation d'un immeuble au 20 Schönhauser Allee dans le quartier de Prenzlauer Berg. C'est le début d'un mouvement qui fera tache d'huile. Je suis Andreas Rost et l'été 1990 a été le plus génial de ma vie. En février 1990, le photographe Andreas Rost profite de l'impotence de l'État pour occuper un immeuble en ruine avec une poignée d'amis artistes. Le bâtiment historique promis à la démolition est situé dans le centre de Berlin. L'idée était d'occuper le plus grand immeuble de la ville. C'est là qu'on a inventé ce slogan « Les idéaux sont ruinés, sauvez les ruines ». C'était ça notre feuille de route. On a donc pris possession des lieux. Puis un officier de police est venu et nous a demandé ce qu'on fichait là. Léo lui a répondu « On squatte cet immeuble ». Le flic a dit « Et vous pensez en avoir le droit ?» Alors Léo a rétorqué « Écoutez-moi bien, si on n'occupe pas cet immeuble, c'est la Deutsche Bank qui le saisira. » Le policier a réfléchi un instant, puis il a fait le salut,
et a fini par prononcer cette phrase magnifique « Je n'ai rien vu ». Et il a tourné les talons. Andreas Rost et ses camarades fondent le Tacheles, un centre culturel qui deviendra une référence dans le milieu artistique. Un lieu mythique qui abrite des galeries, un théâtre, un café et un nightclub. On a même accueilli des Hollandais, des Espagnols, toutes sortes de nationalités. En fait, le Tacheles a été le tout premier projet international de Berlin. Et j'ai la vanité de penser que ce que nous avons fait là a vraiment marqué la ville, parce que ça signifiait la fin de ce petit bouillon de culture germano-allemand. À cette époque-là, j'ai moi aussi squatté un appartement. Côté confort, je n'étais pas très exigeant et je me disais que ce serait génial d'avoir mon propre appartement. Alors j'ai forcé la porte d'un logement vide dans un vieil immeuble du quartier de Babelsberg à Potsdam. Et j'ai tout simplement installé une nouvelle serrure, comme ça se faisait à l'époque. À l'ouest, on ne tarde pas à savoir que de l'autre côté, les logements vacants sont légion. Je m'appelle Freke Hofer. Quand le mur est tombé, j'étais vendeur de bulbes de fleurs à Fribourg. Au printemps 1990, quelques 200 squatteurs prennent possession de toute une rue de Berlin-Est, la Mainzer Straße. Parmi eux, Freke Hofer, originaire d'Allemagne de l'Ouest. L'objectif était d'investir des espaces libres, d'avoir de la place pour développer nos projets, pour donner vie à nos idées. Pendant toute cette période, on a aussi beaucoup travaillé avec les riverains. On avait notamment mis en place une cuisine solidaire qui livrait des repas aux retraités à domicile. Les squatteurs rénovent, réparent, construisent des cuisines communautaires et abolissent l'habitat traditionnel. La Mainzer Straße devient l'épicentre du mouvement squatteur qui réalise son rêve d'autonomie et d'une communauté alternative de gauche. Il y avait un squat juste en face du métro. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis entrée. Je voulais interviewer les occupants pour le journal du lycée. J'y suis allée avec toute ma naïveté et ma détermination. J'ai voulu entamer la conversation avec l'un des squatteurs qui m'a tout de suite demandé si j'avais lu Nietzsche. Je lui ai répondu « non, pas encore ». Et il m'a dit « ok, alors non merci ». Au bout de 5 minutes, j'étais dehors. Contrairement à leurs colocataires de la RDA, les Allemands de l'Ouest ont une certaine expérience du squat et des actions politiques. Dans la Mainzer Straße, il y avait beaucoup d'Allemands de l'Ouest. Je dirais qu'ils représentaient les 3/4 des habitants. Ils étaient nettement plus nombreux que ceux de l'Est. C'est eux qui donnaient le ton. Chez les squatteurs, on a vite compris qui menait la danse, à savoir ceux de l'Ouest. En fait, chez les squatteurs, ça se passait à peu près comme partout ailleurs. Après un désintérêt total pour les squats, la municipalité social-démocrate décide de ne plus tolérer les zones de non-droit. En juillet 1990, la Berliner Linie, une réglementation anti-squat, est appliquée à la partie est de la ville. Elle prévoit l'évacuation sous 24 heures de toute nouvelle occupation sauvage. Freke Hofer est alors porte-parole d'un des squats de la Mainzer Straße. À un moment donné, on a tous compris qu'il ne voulait pas parler avec nous, qu'il ne chercherait pas le compromis, qu'il voulait juste qu'on dégage. À l'automne 1990, la police commence à évacuer les premiers immeubles de Berlin-Est. Les squatteurs le vivent comme une provocation. La Mainzer Straße se prépare au combat. Freke Hofer donne alors une interview télévisée sous couvert d'anonymat. Sie wissen, dass hier 200 Leute wohnen und diese 200 Leute werden obdachlos, wenn die Polizei die Häuser hier räumt. Und diese 200 Leute und auch die ganzen Unterstützer werden diese Häuser verteidigen. Et c'est exactement ce qui se passe le 14 novembre 1990, lorsque la police arrive pour évacuer la Mainzer Straße. Après les avoir vus passer 3 fois dans la rue avec le canon à eau, on a fait comprendre aux forces de l'ordre que s'ils passaient encore une fois, on allait tous sortir et bloquer la rue.
Et c'est ce qu'on a fait. On a mis nos voitures et toutes les poubelles en travers. Et on a commencé à dresser des barricades. La situation dégénère en combats de rue, les plus violents depuis l'après-guerre à Berlin. Canons à eau, gaz lacrymogène, véhicules blindés. La police sort l'artillerie lourde. On aurait pu en profiter pour tourner un film de guerre. C'était comme en 1945, juste avant la capitulation. La rue était à feu et à sang. Dans les immeubles, on a retrouvé des cuves de fermentation en guise de cocktail Molotov. Et des escaliers escamotables, complètement cloutés, qui t'auraient transpercé s'ils s'étaient dépliés. C'était vraiment une guerre civile. Les affrontements opposent 500 squatteurs à quelques 3000 policiers. Je n'aurais jamais pu imaginer un tel degré de violence. Dans ma vie, j'ai participé à beaucoup de manifestations, parfois violentes. Mais là, c'était une toute autre dimension, une toute autre violence. À un moment donné, il y a même eu des tirs à balles réelles. C'est là qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas risquer que quelqu'un soit tué juste pour défendre nos logements. On a donc décidé d'arrêter. Dans chaque immeuble, les habitants ont choisi de se laisser évacuer ou pas. Beaucoup ont été grièvement blessés. Mon groupe et moi, on a décidé au dernier moment de filer dans la rue voisine en passant par le cimetière. C'est la fin d'un rêve anarchiste. Les événements de la Mainzer Straße enterreront aussi la coalition municipale composée alors de sociodémocrates et d'écologistes. On était en train de réaliser le rêve de notre vie et il a été brutalement interrompu. Après, on est presque tous tombés en dépression, complètement traumatisés. En ce qui me concerne, je suis allé traire des chèvres pendant 6 mois pour me remettre de ce que j'avais vécu. Après la réunification, nombre de policiers de la RDA intègrent la fonction publique de la République fédérale. Parmi eux, Uwe Juba, policier de la brigade criminelle. Le dernier jour, notre chef nous a dit « Restez droit dans vos bottes, vous n'avez rien à leur envier, vous êtes de bons policiers. » Et puis, je suis allé prendre mon service de nuit. J'avais bien pensé à mettre un jean plutôt qu'un pantalon de costume, mais je portais une chemise avec une cravate. Arrivé dans le quartier de Kreuzberg, je suis allé voir mon chef d'équipe qui m'a dit qu'un kiosque à journaux avait été cambriolé et que je devais m'y rendre. J'ai répondu « À vos ordres ». Alors il m'a dit « Viens un peu par là ». Il m'a retiré ma cravate et il m'a dit « On l'enlève, sinon personne ne voudra te parler à Kreuzberg. Et le « à vos ordres », tu l'oublies aussi. Ici, ça se fait plus. Allez, oust !» Uwe Juba est épaulé par une collègue qui l'initie aux pratiques ouest-allemandes. Et il a beaucoup à apprendre. Un jour, elle m'a dit « Viens, on va au McDrive ». Je lui ai demandé ce que c'était. « Ben, c'est un McDonald's. » Mais pourquoi McDrive ? Alors elle m'a expliqué qu'on n'avait pas besoin de descendre de voiture pour acheter à manger. Et pendant tout le trajet, je me suis demandé comment on pouvait rentrer dans un McDonald's en voiture. Je ne savais pas qu'il y avait un guichet sur le côté. C'était vraiment comme en Amérique. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça très cool de pouvoir être comme ça, le bras sur la portière de la belle voiture de l'Ouest, à commander 2 burgers et un coca en plus. Après la chute du mur, les Allemands de l'Est se lancent à la conquête d'un monde totalement nouveau. En 1990, Christiane Paul entend bien elle aussi réaliser son rêve. J'ai toujours voulu devenir mannequin, ce qui était impossible à l'époque de la RDA. Il y avait bien l'Institut de la mode, mais il était supervisé par les autorités et il fallait être pistonné. Mais c'était mon rêve de petite fille. Un rêve qui paraissait soudain réalisable après la chute du mur. Une célèbre agence de mannequins repère la jeune fille de 16 ans et la prend sous contrat. Ils m'ont dit « Viens donc bosser chez nous à Munich cet été ». Évidemment, j'ai accepté. Et bien sûr, tout était très différent de ce que j'avais imaginé. Je n'ai pas eu tout de suite du travail. Il fallait d'abord faire des photos, des tests. Et ces essais devaient être financés par la candidate elle-même, en l'occurrence moi. C'est comme ça que je me suis retrouvée avec 10 000 marks de dette. Je ne l'ai bien sûr pas dit à mes parents.
Malgré un bouc en bonne et due forme, les contrats de mannequinat se font attendre. À tel point que j'ai dû postuler pour faire le ménage dans une boucherie, parce qu'il fallait absolument que je gagne de l'argent, je ne m'en sortais pas. À la boucherie, ils m'ont demandé si j'avais une carte fiscale. Je n'avais jamais entendu ce mot, alors j'ai dit que non. Du coup, je n'ai pas eu le job. Fraîchement acquise, cette nouvelle liberté révèle aussi sa face sombre. Je n'avais aucune idée du monde dans lequel je mettais les pieds. Et le choc a été rude. Je venais d'un pays socialiste et j'ai été catapultée dans le capitalisme pur et dur, d'autant que le milieu du mannequinat est naturellement le plus superficiel de tous. Et pour moi, ça a vraiment été difficile à supporter, parce que beaucoup de gens, notamment chez les mannequins, se définissent par rapport à ce qu'ils gagnent, à leur valeur marchande. Et j'ai trouvé ça vraiment très dérangeant. Le capitalisme débridé et ses multiples produits de consommation s'offrent aux citoyens de la RDA qui se ruent sur ces marchandises trop longtemps convoitées. Parmi elles, les fruits exotiques. Un jour, ma femme est rentrée avec 2 énormes sacs de courses. Un ananas dépassait d'un des sacs. Et notre fils a demandé « C'est quoi ?» Et son grand frère a répondu « Moi je sais. C'est un palmier. » La frénésie consumériste des Allemands de l'Est amuse beaucoup les voisins de l'Ouest. Le magazine satirique Titanic se moque ouvertement de l'ignorance des Aussies, ceux de l'Est. Gabi de la zone Est est aux anges. Ma première banane, peut-on lire sur cette couverture. La première banane de Gabi de la zone Est. J'ai gardé cette couverture pendant des années dans mon bureau tellement je la trouvais géniale. Cette fille avec sa permanente, sa veste en jean bleu clair et surtout ce concombre épluché, c'était énorme. Plein de gens ont détesté, ils trouvaient ça méprisant. Mais pour moi, c'était juste grandiose. Je suis Ingo Valasch et en janvier 90, je suis allé dans la zone Est pour voir s'il n'y avait pas moyen de se faire un peu d'argent là-bas, en tant que marchand ambulant. Dès le printemps 1990, les marchands ambulants investissent les marchés situés entre Rostock et Zwickau. Beaucoup ne vendent leurs produits que contre des Deutschmark. Mais certains, comme Ingo Valasch, acceptent d'être payés en marques de la RDA. Combien gagnent les gens à l'Est? Si je me fais 1000 marks est-allemands, ça représente à peu près un mois de salaire à l'Est. Sur la place du marché d'Erfurt, ils vendent tout ce que les citoyens de la RDA convoitent depuis longtemps. Je leur proposais tout ce qui, selon moi, se vendrait bien. Des films, des magnétoscopes et tout ce qui touchait à l'érotisme. Vu que je m'étais dit qu'ici, ça n'existait pas. Mais je ne proposais pas que du porno. Les films avec Stallone, Van Damme et Bruce Willis faisaient un carton aussi. J'en vendais 3 pour 100 marks. C'était mon prix plancher. Et les affaires marchent bien pour ce commerçant de Basse-Saxe. Après avoir tout vendu, j'avais 100 000 marks de l'Est en poche. Je m'étais fixé une certaine somme pour pouvoir vivre ensuite comme un nabab ici. Mais l'union monétaire vient contrecarrer les plans d'Ingo Valasch. Quand le Deutschmark a été introduit dans l'Est de l'Allemagne, le nombre de marchands ouest-allemands a été multiplié par 10 du jour au lendemain. Je me suis dit, oh là, c'est plus la même limonade. La fête est finie. Les marchands ambulants ne sont pas les seuls à s'en mettre plein les poches. Beaucoup d'Allemands de l'Est veulent réaliser le rêve de leur vie. S'acheter une voiture ouest-allemande après plus de 30 ans de Trabant, les fameuses caisses à savon. Les concessionnaires de voitures d'occasion se frottent les mains. Les concessionnaires de voitures d'occasion poussaient comme des champignons. Comme si toute l'Allemagne de l'Ouest bradait ses épaves à l'Est et trouvait le moyen de gagner de l'argent avec. C'était hallucinant. Il y avait des pubs partout. Et bien sûr, tous les habitants de l'Est voulaient s'acheter une voiture de l'Ouest. Et du jour au lendemain, les Trabants qu'ils avaient attendus pendant 13 ans ne valaient plus un clou. Jusqu'en septembre 1990, près de 450 000 voitures sont immatriculées à l'Est, principalement des occasions en provenance de l'Ouest. À cette époque-là, je travaillais chez un concessionnaire automobile qui ramenait des épaves par camion entier. Un jour, il m'a dit « Hans, tu vois ces 100 poubelles garées là-bas? Cet après-midi, elles seront toutes parties. » Et elles ont toutes été vendues dans l'après-midi. Ils se faisaient un fric monstrueux, c'était incroyable. Ils transportaient l'argent dans des sacs poubelles. Parfois, je gagnais 500 marks par jour, parfois 1000, ça dépendait. Pour moi, c'était énorme.
Mais pas pour lui, parce que le même jour, il en avait gagné 200 000. Et tout dans la poche, au black. Son commerce n'était pas enregistré. Donc il empochait tout l'argent et le lendemain, il allait chercher le chargement suivant. Tout ce qui était rouillé pouvait être vendu à l'Est, où le contrôle technique n'existait pas. Les vendeurs de voitures d'occasion ont eu le nez creux. Ils ont touché le gros lot. Je suis Jimmy Hartwig. En 90, j'ai été le premier entraîneur ouest-allemand à travailler à l'Est. Après la chute du mur, le club de football FC Sachsen doit s'imposer dans un championnat allemand totalement refondu. Ancien joueur professionnel, Jimmy Hartwig doit mettre son expérience au service d'une équipe qu'il faut faire monter en Bundesliga. Quand ils m'ont vu débarquer dans ma Mercedes 350, j'ai fait sensation. Que des trabants sur le parking. La Wartburg du président, encore des trabants et ma Mercedes. J'avais une très bonne équipe et je n'étais pas tendre comme entraîneur. J'étais dur, mais juste. Les gars savaient que j'étais quelqu'un avec qui on pouvait parler en cas de problème. Parler, mais aussi exhiber fièrement leur nouvelle voiture d'occasion venue de l'Ouest. Coach, vous n'allez pas me croire, je ne roule plus en Trabant. Génial. Et avec quoi tu roules maintenant? J'ai acheté une Opel. Je l'ai payé 3000 marks. J'ai raclé les fonds de tiroir. Je peux la voir? De l'extérieur, elle était magnifique. Puis le gars s'en va. Mais le lendemain, je ne le vois pas à l'entraînement. Je demande où il est. On me dit qu'il devrait être là. Il finit par arriver avec un pote et me dit « Coach, vous n'allez pas me croire, le moteur est passé à travers. » Les sex shops de l'Ouest sont eux aussi pris d'assaut par les clients est-allemands. Sous le socialisme, la pornographie était considérée comme une dérive décadente du capitalisme. Les films porno y étaient officiellement interdits et ne circulaient que sous le manteau. Beaucoup d'Allemands de l'Est veulent à présent rattraper le temps perdu. Ich finde es locker für mich, was Neues, interessant. Wer es braucht, wer nicht. Ich zum Beispiel nicht, aber ich finde es ganz lustig und witzig, mal sowas anzusehen. Weil ihnen alles vorenthalten wurde, die ganzen Jahre. Das muss sein, das gehört dazu. Mensch, wir gehen auf die 60 zu, da müssen wir doch noch was sehen. Évidemment, moi aussi je suis allé au vidéoclub où, comme beaucoup d'autres, je m'étais abonné pour voir des films érotiques. Je suis allé dans cette zone interdite aux moins de 18 ans, réservée aux adultes, là où il y avait toutes ces cassettes aux pochettes très suggestives. Je les ai regardées. Mais honnêtement, ça ne m'a jamais excité. Évidemment, c'était un gros sujet de discussion entre collègues. Ceux qui étaient allés chez Beate Uhse ne parlaient que de ça le lendemain au boulot. Je m'appelle Andreas Weithas et je me suis lancé dans le commerce de l'érotisme après la chute du mur. En décembre 1989, mon entreprise a organisé un voyage à Nuremberg pour le marché de Noël. Et c'est là que je suis entré pour la première fois dans un sex shop. Ça a été un choc. La profusion et la diversité de choses qu'on pouvait y trouver, c'était totalement nouveau pour nous. Quand un collègue apportait un magazine porno au boulot, il passait entre 180 mains minimum. On était nombreux dans la boîte. Avant l'ouverture des premiers sex shops à l'Est, Beate Uhse, la grande prêtresse du porno en Allemagne, se charge de fournir aux citoyens de la RDA les articles érotiques tant convoités. En décembre 1989, elle distribue gratuitement des catalogues de vente par correspondance, accompagnés d'une lettre. Une liberté dont les Allemands de l'Est s'empressent de profiter. Plus de 7500 commandes sont passées avant la fin de l'année. Des sextoys et des vidéos sont achetés avant même l'union monétaire. Ceux qui n'ont pas de Deutschmark vont jusqu'à s'adresser à Beate Uhse en personne dans l'espoir d'obtenir les précieux articles. Ich habe Ihr Paket erhalten und möchte Ihnen recht herzlich dafür danken und standen vor lauter Freude die Tränen in den Augen. Und nun möchte er gerne
natürlich öfter was kaufen und das ist, solange da noch keine Währungsunion ist, ja etwas schwer. Und er bietet uns an, uns frischen ökologischen Spargel zu liefern. Und da werden meine Mitarbeiter und ich ja ganz gerne von gebrauchen. Galvanisés par la demande, Andreas Weithas et sa femme décident de lancer leur propre entreprise de vente par correspondance d'articles érotiques. On a commencé par rédiger un bon de commande à la machine à écrire. Ensuite, on a mis une annonce dans le journal. Et quand les gens y répondaient, on leur envoyait le bon de commande. Il y avait 5 ou 6 articles dessus. Il suffisait de cocher ce qu'on voulait. Certains clients mettaient jusqu'à 400 Deutschmark dans leur enveloppe. En très peu de temps, on a fait un chiffre d'affaires totalement incroyable. Après le succès de leur vente par correspondance, Andreas et sa femme veulent ouvrir leur propre sex shop dans un village de 900 âmes en Thuringe. Dans un premier temps, ils investissent leur garage. On est allé au registre du commerce pour déclarer notre activité. Et on a dit qu'on voulait ouvrir une boutique érotique. Ils nous ont très certainement pris pour 2 cinglés. Mais on a obtenu nos papiers sans problème. On a payé une taxe de 15 marks est-allemand et on a ouvert le 1er juillet 1990, avec l'arrivée du Deutschmark. Et puis dans certains immeubles, on a commencé à voir fleurir des godemichés aux fenêtres. Et on se demandait, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et qui achète ça? Je me suis dit, mais pourquoi ils ont besoin de sex shop? Ils n'ont pas d'imagination? Ils se ruaient sur les godemichés comme si les pénis allaient disparaître. Hallucinant. La boutique érotique du village marche si bien qu'Andreas Weithas doit s'agrandir. Les douanes bavaroises étaient en train de vendre des petites guérites utilisées pour le contrôle des camions. Alors on est allé les voir et on leur a dit qu'on voulait ouvrir un vidéoclub. On avait trop peur qu'ils refusent de nous les vendre si on leur disait que c'était pour un sex shop. On les a achetés, on les a démontés et une fois à la maison, on les a remontés dans notre jardin. Les vestiges de la fameuse guerre froide disparaissent peu à peu. Et avec eux, la fameuse Stasi, spécialisée dans l'oppression et l'espionnage à grande échelle de la population est-allemande. Je suis Sonia Fischer, j'ai participé au démantèlement de la Stasi et pour moi, ça a été un très grand moment. Pendant 40 ans, le peuple ignorait ce qui se tramait derrière les portes closes de la Stasi. Les citoyens exigent des explications. Mais la Stasi a commencé à détruire ses dossiers dès la chute du mur. Elle ne veut laisser aucune trace de ses activités d'espionnage. À Radebeul, la Stasi occupait une villa dont la cheminée fumait continuellement depuis quelque temps. La police secrète avait commencé à détruire ces documents et les citoyens s'en étaient rendus compte. Notre objectif était d'arrêter ça. Dès le mois de décembre 1989, des militants des droits civiques occupent les centrales de la Stasi de plusieurs villes, notamment Erfurt et Leipzig. Les membres des comités civiques investissent des bureaux du ministère de la Sécurité d'État jusque-là toute puissante, à la grande surprise de ses collaborateurs. Et à un moment, quelqu'un dit « Böhm arrive ». Horst Böhm était le chef de la Stasi de Dresde, un homme de grande taille aux cheveux blancs. Quand il a traversé la foule, il y a eu des cris, des insultes. Beaucoup de gens étaient indignés. Et puis l'un d'eux a tenté de calmer la foule en colère. Le soir même, Sonia Fischer et d'autres membres du comité civique parviennent à s'emparer de la centrale de la Stasi à Dresde.
Ce soir-là, notre objectif était de mettre sous scellé les documents sensibles du ministère de la Sécurité d'État et de désarmer ses collaborateurs. Après la neutralisation de la Stasi, les militants cherchent à rassembler un maximum de documents prouvant l'espionnage pathologique auquel se livrait la police politique. On a trouvé énormément de documents déchiquetés à la va-vite. On a tout mis dans des sacs. Ils avaient essayé de tout faire disparaître. On était horrifiés de voir la quantité de documents qu'ils avaient réussi à détruire. On ne sait toujours pas combien de dossiers la Stasi est parvenue à détruire totalement. Mais les documents déchiquetés et retrouvés dans ces locaux représentent plus de 16 000 sacs. Des rapports de surveillance ultra détaillés et des informations personnelles sur des millions de citoyens de la RDA. Ils croulaient sous les données qu'ils s'étaient acharnés à collecter. Ils nous ont espionnés dans des proportions inimaginables. Ils ont surveillé des gens lambda en interceptant leurs courriers. Ils avaient des échantillons d'écriture de chaque citoyen de la RDA. Aujourd'hui encore, je trouve ça inimaginable et dégradant. À leurs yeux, le citoyen en tant qu'individu n'avait aucune valeur. Il ne comptait pas. En prenant d'assaut les centrales de la Stasi, les citoyens est-allemands font preuve d'autonomisation et expriment clairement leur volonté de reprendre le contrôle de leur destin. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne écrit un nouveau chapitre de son histoire. Je suis tellement heureux d'avoir pu vivre ça. C'était une période tellement mouvementée. Divisée pendant 40 ans par le rideau de fer, l'Allemagne est enfin réunifiée. Certains ont super bien géré les choses. Ils se sont achetés une voiture, un magnétoscope, ils ont voyagé. D'autres ont ouvert des clubs. Quelques-uns se sont suicidés. D'autres encore ont dû assumer leur passé de collaborateurs avec la Stasi. C'était un sacré défi pour tout le monde. Une époque agitée. Entre la chute du mur et la réunification, les Allemands de l'Est ont vécu entre liberté et anarchie. L'ancien système s'était effondré et le nouveau n'était pas encore établi. Une situation qui leur a offert 12 mois de possibilités infinies. J'ai fini par comprendre que le monde et la société dans lesquels nous vivons sont l'œuvre des hommes, et que donc on peut les changer, que rien n'est gravé dans le marbre. Si on le veut vraiment, on peut déplacer des montagnes.